Bonjour et bienvenue à tous pour ce webinaire consacré à Impulse ETP, l'accompagnement des patients en surpoids ou en obésité. Très heureuse d'abord année à tous, au nom de l'URPS Médecins, mais aussi de l'équipe Impulse ETP qui est autour de moi. Pour animer ce webinaire, nous aurons la présence de Philippe Marcoux, qui est référent ETP à l'ARS Nouvelle-Aquitaine, Dr Jean-Luc Delaban, qui est à mes côtés, médecin Bonjour. généraliste et président de la Bonjour. commission prévention de l'URPS Médecins de Nouvelle-Aquitaine. En distanciel, Françoise Martin-Dupont, qui est directrice du pôle ETP ambulatoire Nouvelle-Aquitaine. Bonjour Françoise. Bonjour. Sarah Marsan, directrice de la maison Nutrition, Diabète et Cœur. Bonjour à tous. Bonjour Sarah. Et Valérie Dubois, coordinatrice de la passerelle à Poitiers. Bonjour également. Bonjour. Et nous aurons aussi autour de la table Laura Bauer-Dupuis, chef de projet Impulse ETP. Et voilà, Bonjour. quelques autres intervenants du pôle ambulatoire, notamment Nouvelle-Aquitaine, parce que j'ai oublié Valérie Griff qui interviendra également sur ce webinaire. Pour ma part, Emmanuel Bataille de l'URPS Médecins, ravi de vous retrouver pour ce webinaire. Pour rappel, vous pouvez bien sûr poser vos questions. L'objectif est de vous faire une présentation, comme d'habitude, assez succincte pour vous prendre peu de temps, mais derrière, tout un temps consacré aux questions et réponses. Pour poser vos questions, vous utilisez le bouton QR, questions et réponses, et pas de chat, qui se situe dans le menu de votre écran de visio. Voilà, nous allons les collecter au fur et à mesure et nous les reprendrons en fin de parcours. Donc pour démarrer, Philippe Marcoux, 47% de personnes en surpoids et en obésité au niveau de la population française. On est face à un vrai enjeu de santé publique. Oui, alors, comme vous avez pu le voir, enfin comme vous le savez tous, hein, de toute façon, de par par la clinique, de par votre pratique, le surpoids et l'obésité constituent, et c'est avéré avec ce chiffre particulièrement impressionnant, un problème de santé publique français et même on pourrait dire mondial. Notre directeur général, quand il est arrivé au poste directeur général de notre nouvelle ARS, nous a demandé de travailler en priorité en prévention sur la problématique du surpoids et de l'obésité, d'autant plus qu'on avait tous pu constater que le surpoids n'est pas traité et qu'en termes de prévention, on sait tous que plus on s'y prend tôt dans la vie des gens par rapport à ce déterminant futur de la santé, plus c'est important de travailler dessus. Donc l'opportunité qui nous était donnée de travailler de façon plus large et en même temps plus directe avec les médecins traitants, les médecins spécialistes sur ce sujet grâce au numérique. L'expérimentation qu'on avait pu mener pendant le Covid et depuis sur l'IETP, c'est-à-dire des programmes de TP numériques, entièrement numériques ou partiellement numériques, ont fait qu'on a mis en place ce projet, cette idée d'ajouter avec le numérique une possibilité d'intervention le plus tôt possible auprès des patients. Et pour cela, il fallait travailler forcément avec la médecine de ville qui est la mieux placée et qui voit ses patients dès le début de la problématique et qui est en capacité, en compétence de voir effectivement si ça peut constituer, avec le patient évidemment et avec son consentement et après discussion, si ça peut constituer une problématique à venir. Et donc, l'idée générale de ce programme qui va vous être présenté aujourd'hui, c'est de pouvoir intervenir le plus tôt possible grâce à vous et grâce à votre vigilance et avec les patients qui peuvent avoir envie de prendre à bras le corps ce problème de déterminant de santé qui peut devenir, on le sait tous, à l'origine de plusieurs maladies chroniques. Voilà. Merci d'avoir situé ces objectifs. Réalité aussi en cabinet, notamment de médecine générale, mais pas que, c'est d'avoir donc des patients, une fois de plus, qui sont dans cette situation, et une part importante de la patientèle, bien évidemment, c'est les mêmes proportions s'y retrouvent, sans avoir forcément de solution en proximité à leur apporter pour les accompagner dans cette démarche liée au poids. On va voir l'interview du docteur Sandrine Santoul, qui est médecin généraliste
à Monin, dans les Pyrénées-Atlantiques, qui fait de l'inclusion aujourd'hui dans de ces patients dans Impulse ETP. Bonjour, je suis Sandrine Santoul, je suis médecin généraliste installée à Monin, au sud-ouest de Pau, dans le 64. Je suis dans un cabinet de groupe où il y a 6 médecins et une infirmière azalée. Monin, c'est une activité plutôt de semi-rurale. La problématique du surpoids est une problématique quotidienne. Et lorsque j'ai entendu parler d'Impulse, lors des dernières présentations, ça m'a tout de suite séduite parce que je me suis dit, cette population de gens actifs qui n'ont pas le temps en fait de s'occuper trop d'eux, si on leur propose un outil personnalisé à domicile, ça me semblait très séduisant pour lever tout un tas de freins habituels qu'on entend en consultation sur le manque de temps, le manque de capacité à se déplacer, à aller à prendre des rendez-vous et à honorer ces rendez-vous. Donc cette démarche-là me paraissait très séduisante et en effet, lorsque j'ai commencé à en parler notamment à 2 patientes qui sont des patientes actives, relativement jeunes, en surpoids, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment dans la prévention. Elles n'ont pas de problématiques de santé particulières en lien avec ce surpoids, mais elles sont à risque et ont une volonté d'une prise en charge sans avoir les moyens ni en temps ni peut-être en motivation de le faire à l'extérieur de leur domicile. Donc cet outil Impulse qui est personnalisé à domicile, un peu, j'allais dire, à la carte, ça me semble très séduisant et j'ai vraiment envie de tester ça avec mes patientes. Témoignage d'un médecin du terrain, en semi-ruralité, comme elle le dit, pour répondre justement aux problématiques posées au quotidien. Donc, comme vous l'avez compris, c'est un dispositif qui est construit sur la base de l'éducation thérapeutique. Et je vais passer la parole à Françoise Martin-Dupont du pôle ambulatoire, pôle ETP ambulatoire Nouvelle-Aquitaine, pour nous expliquer un peu comment ça se passe et quels sont les caractères innovants justement de ce programme qui a été mis en place. Donc, ce programme est innovant à plusieurs titres, mais surtout, je voulais dire que, en fait, dans la mesure où il est numérique, il permet la mise en œuvre d'un programme sur tous les territoires, là où il n'y a pas d'offre d'ETP. Et ça, ce n'était possible que grâce au numérique. Donc, c'est en ça qu'il est innovant d'une part, et d'autre part, dans sa mise en œuvre, chaque patient aura un référent qui va le suivre tout au long de son parcours d'éducation thérapeutique. Et on est persuadé que le fait d'avoir un interlocuteur privilégié qui va pouvoir amener des éléments motivationnels si le patient lâche un peu ou s'il a besoin de renseignements complémentaires ou de prise en charge, ça nous paraissait très pertinent pour la mise en œuvre de ce programme. Voilà essentiellement, voilà 2 points très importants qui sont, on espère, gages de réussite. Merci Françoise. Effectivement, qui dit numérique peut dire déshumanisation. Le dispositif qui a été construit collectivement, c'est effectivement de répondre à cette demande d'aller au plus près grâce à l'outil numérique, mais on y tenait, vous y teniez tous, hein, notamment les structures d'éducation thérapeutique qui participent de ce projet, de mettre vraiment de l'humain et avec notamment ce suivi. Donc concrètement, effectivement, aujourd'hui, l'inclusion est faite par des médecins. Ça va s'ouvrir également aux sages-femmes dans quelques temps, avec tout le principe effectivement d'un dialogue avec le patient, d'un diagnostic éducatif, et puis à partir de là, effectivement, la construction d'un programme personnalisé, suivi à distance, mais avec un suivi régulier assuré par ce référent. Pour compléter, Valérie Grive, vous avez largement œuvré sur le contenu de ces différents ateliers. Est-ce que vous pouvez expliquer aux éditeurs ce que ça couvre dans cette première version? Oui, tout à fait. Les ateliers donc, ont été développés, comme vous le disiez, par les 3 structures ETP et validés. Tous les contenus ont été validés par un conseil scientifique. Donc, les ateliers qui sont proposés sont des ateliers sur le surpoids, l'obésité, bien sûr, sur l'alimentation, l'activité physique et la confiance en soi, qui ont répondu en fait à un besoin de patients, puisque nous avons fait des focus group pour pouvoir savoir comment répondre aux besoins des patients. Donc, ces ateliers sont des ateliers collectifs, bien sûr, en distanciel,
Et aujourd'hui, ils sont déjà planifiés dans la plateforme et on a déjà quelques patients qui se sont inscrits pour pouvoir y participer. Merci beaucoup. Donc voilà, une première version qui est en fonctionnement, hein. Les premiers patients ont été inclus, mais on continue à enrichir et notamment avec, comme le disait Valérie Griff, hein, des groupes utilisateurs, des groupes aussi avec les prescripteurs pour affiner et enrichir au fur et à mesure ce programme. C'est pas quelque chose qui est abouti, c'est quelque chose qui va continuer à se travailler. À mes côtés, Laura Bauer-Dupuis, vous êtes chef de projet donc sur Impulse. Voilà, différents sujets pour amener vers aussi un peu plus de continuité la personne qui est accompagnée. Oui, tout à fait. En fait, on a deux mots de leitmotiv, ça va être informer et motiver les usagers. Donc, tout l'enrichissement de la plateforme Impulse, c'est vraiment en ce sens, déjà dans le but d'avoir une continuité, comme le disait Emmanuel Bataille, entre les ateliers, mais aussi d'aller vers davantage d'autonomisation du patient, de l'usager dans son accompagnement. Donc, pour ça, il y a deux pans. Il y a le versant thématique. Donc, on va continuer sur les thématiques abordées dans les ateliers et aussi aller sur d'autres comme l'organisation quotidienne parce qu'on sait que les questions de poids, ça va aussi sur tout ce qui est comportement de vie. Donc, on va vraiment aller sur un développement de thématiques et aussi sur un développement d'outils. Donc, avec un panel d'outils comme du e-learning, des ressources de contenu, de la messagerie, des défis, de la gamification, de la communauté, parce que comme on le disait précédemment, il ne faut pas que l'outil numérique puisse déshumaniser. Donc, on va créer du lien aussi entre les usagers. Et ça va vraiment être des outils qui vont s'adapter en fonction des profils pour vraiment proposer quelque chose de personnalisé en fonction de l'usager et qu'ils puissent s'y retrouver et garder une motivation dans cet accompagnement. Merci beaucoup de toutes ces précisions. On avance rapidement, hein. L'objectif, c'est bien évidemment de collecter vos questions que vous pouvez poser au fur et à mesure sur le bouton Q et R, questions et réponses, pour qu'on puisse les prendre à l'issue de cette présentation qu'on veut courte. Donc, qui porte le dispositif Impulse? Une fois de plus, Philippe Marcoux l'a présenté au début, il restera éventuellement là encore pour répondre aux questions, mais c'est parti effectivement d'une volonté de l'Agence régionale de santé qui a sorti un appel à manifestation d'intérêt et auquel a répondu l'association Dièse, donc qui porte aujourd'hui Impulse, hein, qui est le porteur juridique, association donc loi 1901 à but non lucratif, qui est constituée aujourd'hui par ses 4 membres fondateurs, donc le pôle ETP ambulatoire Nouvelle-Aquitaine, la Passerelle, la Maison de la nutrition, du diabète et du cœur et du RPS médecin. Donc voilà, mais bien évidemment, en s'appuyant aussi sur les expertises et les contributions de tous les acteurs possibles, notamment de la région, puisque vous retrouvez d'autres acteurs spécialistes de l'éducation thérapeutique, spécialistes des questions du surpoids et de l'obésité. Bien évidemment, sont intégrés les représentants des patients et les acteurs institutionnels, en plus de l'ARS, Assurance Maladie et la MSA. Et ce projet fait aussi l'objet d'une évaluation par le SMIP étant un service du CHU et de l'Université de Bordeaux, ISPED, un service conjoint qui évalue au fur et à mesure ce projet. Donc, on est effectivement dans une logique où on va tester, évaluer, et en fonction des retours qu'on va en avoir, confirmer, aller un petit peu plus loin, ou au contraire, modifier les axes que l'on peut prendre. On est dans une démarche de construction progressive avec vous, bien entendu, les médecins qui prescrivent. Je me tourne vers vous, justement, docteur Delaban. Vous en avez inclus aussi certains patients. Donc, pourquoi vous le faites? Quels patients sont concernés? Comment ça marche? Alors, je voudrais revenir sur l'intérêt vraiment de ce projet. On est tous confrontés à l'explosion des maladies chroniques, hein, et vous le savez tous, le surpoids, Philippe Marcoux l'a rappelé, une quasi-moitié des Français va faire le lit de ces maladies chroniques. Et c'est vrai qu'actuellement, on est un peu, on n'a pas trop de moyens de prendre en charge ces surpoids ou ces obésités. Alors, évidemment, il existe déjà, pas partout sur le territoire, mais quasiment, de l'éducation thérapeutique pour des gens qui ont déjà développé des comorbidités ou des maladies sévères. Le but d'Impulse, c'est d'aller plus loin que ça, de prendre en amont des patients qui sont pas forcément encore trop malades, hein, Sandrine Santoul vous l'a bien exposé tout à l'heure, mais qui présentent un surpoids ou une obésité dont on sait qu'elle va faire le lit de ces problèmes de santé.
Donc, c'est un moyen de répondre à ça. Une deuxième réponse, Françoise Martin-Dupont l'a évoqué, c'est d'essayer, grâce aux nouvelles technologies, de pouvoir infuser ça sur tout le territoire, que ce soit dans les grandes métropoles ou au fond des campagnes. Il y a quand même un minimum, mais il suffit d'avoir une connexion Internet et donc on peut bénéficier de ces prises en charge-là. Il y a aussi quelque chose, vous l'avez compris, on va s'adresser quand même à des plus de 16 ans, mais plutôt en amont, donc plutôt à des gens assez jeunes. Et il y a un intérêt quand même sur les outils électroniques qui permettent, ça a été aussi répété, une prise en charge un peu au moment où le patient le peut, hein, et c'est beaucoup moins compliqué que de répondre à des invitations, à des heures fixes. Vous verrez, le programme va proposer différents ateliers à différents horaires, et donc les patients pourront s'y retrouver un peu plus facilement. C'est donc une e-éducation thérapeutique, mais ça va plus loin que l'éducation thérapeutique telle quelle, puisque là aussi, on vous l'a dit, il y a cette notion de référent qui va suivre le patient sur toute une année. Et ça, c'est vraiment quelque chose, moi, qui me paraît un plus important, c'est qu'on n'abandonne pas le patient à la fin de ses ateliers. Il y a un suivi sur toute une année et il pourra se rapprocher de son référent et son référent pourra le suivre pour vérifier les acquis qui ont été possibles grâce aux ateliers, lui en proposer d'autres et aller plus loin. Alors, pour répondre à ta question, Emmanuel, sur la facilité d'inclusion, il y a un ou deux critères à prendre en compte. On l'a vu, c'est les plus de 16 ans, puisqu'il existe pour les enfants d'autres systèmes comme le REPOP. On a bien vu, c'est toute personne en surpoids. Et là, moi, je tiens on va avoir l'œil du maquignon que nous sommes, hein, c'est-à-dire que les gens qui sont déjà avec 18 maladies et qui sont, voilà, on va les orienter vers une éducation thérapeutique très classique, puisque c'est ce qui est possible dans leur territoire. Mais il y a tous ceux pour lesquels, pour l'instant, on n'a pas trop de solutions, et ceux-là, on va pouvoir leur proposer Impulse, hein, et ça va être plus adapté à eux. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Déjà, il faut quand même s'assurer qu'il n'y ait pas de trouble du comportement alimentaire qui est, je vous le rappelle, quelque chose qui doit être pris en charge en psychiatrie et qui va donc faire sortir par définition les patients de l'inclusion possible dans Impulse, mais ce ne sont pas des cas les plus fréquents. Autrement, il faut que le patient ait plus de 16 ans et il faut par contre qu'il soit équipé, c'est-à-dire qu'il soit dans une zone où il y ait une connexion Internet et il faut que lui-même, il ait un smartphone qui a une caméra ou un ordinateur avec une caméra ou une tablette, bref, qu'il ait la possibilité de recevoir et de faire de la visio. Il faut bien sûr recevoir le consentement du patient, hein, et là aussi, le médecin, il a un rôle majeur qui est celui de la motivation. Il faut qu'il explique bien au patient quel va être le programme, comment ça va se passer, qu'ils se mettent d'accord et qu'ils recueillent donc le consentement du patient à rentrer dans le programme. Et une fois que ça c'est fait, il a simplement à remplir une fiche, hein, où il donne les coordonnées du patient, son nom, son prénom, sa date de naissance, son numéro de téléphone, son adresse mail, et il envoie ça à la plateforme, il met son tampon pour valider que c'est bien un médecin, et la plateforme va donc prendre contact directement avec le patient et on va pouvoir nommer un référent à ce patient. Et le médecin sera bien sûr tenu au courant de l'inclusion et du suivi au fur et à mesure de la réalisation des ateliers et du parcours. Merci. Des questions sont tombées pendant vos propos qui reprenaient ces éléments. On revient dessus derrière. Donc effectivement, de toute façon, ces critères d'inclusion, là encore, on va éventuellement les affiner. On démarre avec un premier cadre, un premier périmètre. Et là encore, tout ça en fonction des retours d'expérience, de l'évaluation, des retours de vous-même des patients que vous aurez, des patients que vous aurez inclus. Voilà, tous ces éléments vont nous alimenter pour affiner si besoin. Une fois de plus, pour rentrer et adresser des patients, c'est très simple. Pas besoin de s'inscrire pour reprendre une question qui est posée là en parallèle. Il y a une fiche d'inclusion. Sur le site internet
impulse-etp.fr, vous avez tout un tas d'informations avec un volet pour vous, médecin, mais aussi un volet que vous pouvez proprement imprimer pour votre patient, ça qui est également important. Et vous avez là-dessus une fiche d'inclusion. Directement, vous mettez un coup de tampon avec votre cachet professionnel, vos coordonnées, ça suffit pour vous identifier. Et en revanche, l'identification du patient à transmettre par messagerie sécurisée, mais vous avez déjà les contacts téléphoniques et mail pour prendre contact et en savoir un peu plus auprès de Dièse sur ce programme. On reprend vos questions, mais avant, pour terminer avec Sarah Marsan et Valérie Dubois, pour vous, qui êtes une fois de plus là encore au quotidien dans l'accompagnement des patients dans le cadre de l'éducation thérapeutique, quels sont les plus justement d'Impulse ETP? Alors, pour résumer, les plus-values d'Impulse, dès l'inclusion, en fait, un référent formé en éducation thérapeutique est attitré à chaque personne accompagnée et ce référent, en fait, prend alors contact et présente le programme. Alors, cet accompagnement, en fait, il est personnalisé et accessible dès 16 ans et il débute par le diagnostic éducatif. Alors, Impulse propose un espace personnel qui est dédié sur la plateforme. Il est accessible, comme on l'a dit, via son ordinateur, sa tablette, son téléphone portable, à tout moment et de n'importe quel lieu. Et surtout, Impulse met à disposition un outil numérique intuitif et adapté qui a été pensé avec des professionnels en lien avec l'ETP, la thématique, mais également en impliquant des patients. Donc, je laisse la parole à Sarah. Alors, beaucoup de points ont déjà été indiqués avec les interventions précédentes. Moi, j'opterais plus aussi sur les ateliers collectifs avec quand même un maximum de 5 personnes hein, pour pouvoir être plus à l'aise dans les questions, les échanges avec les patients. Des ateliers collectifs qui permettent aussi de partager l'expérience entre chaque patient, de partager des conseils, de voir qu'on n'est pas seul dans les problématiques que l'on a dans la vie quotidienne. Je parlerai également des ateliers individuels, un peu de coaching pour aller un peu plus loin. Et puis, je parlerai aussi de la gratuité de ces ateliers puisque tout est pris en charge par l'Agence régionale de santé et donc toute personne, en fonction de ses conditions financières, peut accéder à cette prise en charge. Merci beaucoup Valérie et Sarah. Sarah, vous terminiez par Equifatis, cette dimension financière. Ça fait le lien avec une question effectivement qui a été formulée. Comment effectivement est-ce financé? Donc aujourd'hui, c'est l'Agence régionale de santé qui finance l'intégralité de ce dispositif, que ce soit dans sa construction que dans le coût de prise en charge des patients. Voilà, comme l'agence finance une fois de plus les programmes d'éducation thérapeutique, on est dans le même cadre. Donc, mais c'est important effectivement pour pas que ce soit un frein vis-à-vis des usagers. Voilà, on a essayé une fois de plus de faire court, c'est toujours un petit peu difficile et frustrant. On a essayé de rester 25 minutes, de raccourcir un petit peu les temps de présentation pour que ne pas trop prendre de temps sur vos consultations. Reste la partie des questions-réponses qui est importante, hein, bien évidemment, pour préciser, sachant que, je rappelle, vous avez à nouveau à l'écran les éléments de contact. N'hésitez pas à aller sur le site internet, à contacter Dièse par téléphone ou par mail pour en savoir plus et à rediffuser ou à faire savoir autour de vous pour que les gens puissent regarder le replay de ce webinaire qui voilà, permet de situer rapidement les éléments. Donc pour reprendre effectivement les différentes questions avec tous ceux qui sont autour de moi, hein, donc il y a une question sur les critères d'inclusion. Quelle proportion de patients en surpoids ou en obésité qui n'ont pas de troubles du comportement alimentaire? Les deux sont, il peut y avoir un lien effectivement fort, mais on est loin de faire, dire tous les patients en surpoids n'ont pas de troubles de comportement alimentaire. Voilà, alors je veux rassurer tous ceux qui voudraient inclure et qui auraient peur de ça. Bon, premier point, je ne crois pas qu'il y ait de chiffres vraiment très précis en France. Je crois qu'aux États-Unis, ça a été évalué à peu près à 10%.
Bon, vous allez voir quand même, là aussi, si vous avez le moindre doute, vous vous envoyez d'abord chez le psy pour voir s'il y a des troubles ou pas. Mais après, si vous avez un petit doute, de toute manière, l'éducateur, lors du diagnostic éducatif, va évoquer ce problème et lui-même, s'il a un doute, il fera passer un test validé au patient et éliminera le patient pour ces raisons-là. Donc, il ne faut pas que ça soit bloquant pour vous, hein. Il y a en quelque sorte une sécurité, si je peux m'exprimer comme ça, au niveau du diagnostic éducatif, et ça sera évoqué par l'éducateur avec des questions, c'est en cours d'élaboration au niveau du comité scientifique, hein, et on arrive de toute manière, ces patients-là, si vraiment ces troubles sont avérés, ne rentreront pas et seront, même s'ils sont inscrits, ils seront sortis du système et renvoyés vers les spécialistes ad hoc. Donc, ça me fait la transition vers deux autres questions, une que j'ai déjà évoquée. Donc, en tant que professionnel, est-ce que je dois m'inscrire ou simplement remplir une fiche d'inclusion? Donc, on est effectivement là, dans ce que j'évoquais, pas besoin de vous inscrire pour démarrer. Prenez contact, soyez connus quand même auprès de Diez, c'est quand même important pour les équipes qui vont derrière accueillir les patients que vous allez adresser. Pouvoir vous identifier et notamment ce qui est important, les modalités de contact et de suivi justement, parce que vous allez inclure des patients. Bien évidemment, on vous fait un feedback systématiquement. Déjà, est-ce que ce patient, on a eu un contact avec lui, est-ce que il est inclus ou est-ce qu'il y a des problèmes justement liés aux critères d'inclusion et il est préférable de le renvoyer vers un autre dispositif, et puis bien évidemment au fur et à mesure du suivi des ateliers, on est dans un cas d'éducation thérapeutique sur lesquels il y a des bilans intermédiaires qui seront communiqués. Je vois Françoise qui rallume son micro, elle va préciser effectivement les éléments. Je voulais dire que chaque médecin qui adresse un patient aura un profil sur la plateforme qui lui permettra de suivre l'évaluation de son patient et le parcours éducatif de son patient en temps réel sur la plateforme. Évidemment, il ne verra, puisque c'est un outil sécurisé, que ses patients, que ses propres patients, mais en tous les cas, il sera en lien direct avec la prise en charge par ce biais. Merci Françoise, mais en regardant le micro ouvert justement, donc ça c'est la possibilité, donc ça c'est bien évidemment de pouvoir aller sur la plateforme, d'avoir la visibilité sur l'ensemble des données. Maintenant le médecin qui n'a pas forcément le temps d'aller sur un outil, et là ça nécessite effectivement de s'inscrire, mais ce sera rapidement fait, c'est quand même lui envoyer par messagerie sécurisée des informations au fur et à mesure qui est prévu. Tout à fait. Le médecin sera au fait des comptes rendus de tout ce qui a été fait en éducation thérapeutique. Il recevra un bilan final. Il sera tenu au courant, effectivement, si son patient refuse de rentrer dans le programme ou pas. Et s'il réalise le programme, il aura évidemment un suivi tout au long du programme et à la fin. Voilà, donc c'est important là encore, hein, modularité. En tant que médecin, vous choisissez plutôt d'accéder à l'outil et d'être en autonomie pour suivre vos patients, en ayant de toute façon des petites notifications comme quoi il y a des choses nouvelles, ou alors vous préférez ne pas forcément rentrer dans un autre outil et être contacté par d'autres moyens pour avoir des informations sur les patients que vous avez intégrés. Ça fait le lien aussi avec une autre question sur la visibilité pour les autres professionnels de santé. Alors, il y a deux questions là-dedans. Déjà, effectivement, en maison de santé, c'est pas forcément moi, médecin, qui inclut les patients, etc., qui m'en charge. C'est plutôt mes infirmières libérales, infirmières asalées, qu'importe. Donc là également, on leur donnera, Françoise, la même visibilité à l'ensemble de l'équipe, en fait, soignante qui est autour de ce patient. Bien sûr. Bien sûr, si le patient nous donne les noms des professionnels de santé qui le suivent, tous ceux qui seront indiqués par le patient recevront les comptes rendus de la même façon que les médecins. Ensuite, question là qui concerne justement les autres professionnels de santé. Orientation par les médecins généralistes, quid des autres, notamment pharmaciens, infirmiers, etc. Donc j'évoquais tout à l'heure que aujourd'hui, dans le cadre qui est fixé par l'Agence régionale de santé, mais je laisserai éventuellement Philippe Marcoux préciser mes propos, c'est effectivement dans le cadre d'un adressage par des médecins et des sages-femmes
Donc là, on va, une fois de plus, on démarre là par les médecins, mais on va ouvrir très vite vers les sages-femmes. Aujourd'hui, c'est pas prévu encore pour les autres professionnels de santé. Ça fait partie des pistes de réflexion, c'est ça? Pour l'instant, on souhaite que ça soit uniquement à la main de prescripteurs que sont donc les médecins et les sages-femmes. D'ailleurs, les sages-femmes ne sont pas précisées dans le diaporama, donc c'est bien que vous le reprécisiez pour les prochaines suites, parce qu'évidemment, il y aura des évolutions, comme vous avez pu le comprendre. Donc pour l'instant, l'ARS souhaite que ça soit uniquement pour ces deux types de prescripteurs, en comptant également les spécialistes. Voilà. On verra dans la pratique si on pourrait élargir. L'idée, c'est pas d'interdire à certains professionnels de santé d'orienter des patients qui en ont besoin, hein. C'est pas l'idée de l'ARS. L'idée, c'est de garder un lien très important entre le programme, d'autant plus qu'il est à distance, qu'il est numérique, et la pratique des médecins traitants ou des sages-femmes dans un suivi particulier à un moment particulier. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est vraiment de garder ce lien, puisque on a un certain nombre d'évaluations scientifiques et de recommandations de la HAS, et la HAS a insisté sur le fait que l'éducation thérapeutique ne pouvait fonctionner et fonctionner de façon optimum qu'à condition qu'elle soit intégrée au parcours de soins, que le médecin soit au courant et qu'il puisse rebondir sur les changements de pratique, discuter avec le patient des acquis, de ce qui s'est passé dans le programme, etc. Et donc, ce lien est absolument indispensable. Donc, c'est au nom de ce lien, pour l'instant, qu'on maintient cette priorité de prescription. Et dans l'évaluation scientifique qui est prévue tout au long de la constitution et des évolutions de ce parcours numérique, de cette plateforme numérique, on verra si les enseignements scientifiques ou autres nous donnent d'autres indications pour éventuellement aller vers une orientation directe d'autres professionnels de santé. J'espère que j'ai été à peu près clair, Emmanuel. Oui, oui, impeccable. Une fois de plus, on démarre, hein, là encore, il y a un cadre, et puis on va voir, comme pour l'ensemble du contenu, on évoquait des critères d'inclusion et des adresseurs, tout ça, effectivement, doit être évalué, et aucune porte n'est vraiment fermée, mais voilà, il faut démarrer, il y a aussi ça. On a des priorités. Voilà. Si vous voulez préciser... Donc, je dis, pour l'instant, c'est une priorité de faire comme ça. Après, l'évaluation scientifique, pas à pas, nous permettrait de faire évoluer tout ça, comme tu viens de le dire. Je te paraphrase. Une autre question, même si on a déjà normalement évoqué la réponse, mais pour bien confirmer, pouvez-vous confirmer que ce programme est pris en charge et pas de reste à charge pour la personne accompagnée? Oui, il est aujourd'hui totalement pris en charge sans aucun reste à charge. Y a-t-il une communication auprès des médecins et auprès des référents de programmes d'éducation thérapeutique concernés? Quid des CPTS et des MSP? Écoutez, le dispositif a démarré début décembre. On a démarré avec, une fois de plus, un premier pool de médecins un peu connus. Voilà, il fallait tester un peu nos premiers outils de communication qui sont en train de se finaliser. Vous êtes là aujourd'hui en face de nous, les premiers justement à démarrer l'information, la communication générale. Nous allons bien évidemment faire une information assez large vers l'ensemble des médecins de la région, des sages-femmes avec l'URPS sages-femmes, auprès des CPTS, des MSP avec les partenaires Agoralib et avec Santé pour les MSP. Tout ça est prévu. Voilà, vous êtes aujourd'hui, vous avez la primeur effectivement de ce démarrage. Rappelons que sur le journal de l'Union, il y a quand même eu déjà plusieurs articles évoquant le sujet. D'autres questions donc sur l'organisation plutôt interne d'Impulse. Avez-vous des personnels salariés par ce dispositif à temps plein ou temps partiel? Comment organisez-vous le maillage des professionnels de santé référents du dispositif pour que tous les bénéficiaires soient servis? Donc là, oui, il y a, mais je laisserai Françoise compléter, des salariés dédiés à Impulse, ETP, mais on a aussi un réseau habituel de professionnels éducateurs, les formés à l'éducation thérapeutique, comme ça a été dit, auxquels on recourt pour ce programme. Mais je voulais rajouter, Emmanuel, que tant les éducateurs que les référents ne sont pas salariés du projet Impulse. Eux, ils sont rémunérés en honoraires. Il y a une grille tarifaire qui a été élaborée
en lien avec les 3 structures de TP voilà. Mais les salariés de ce projet ne sont que l'équipe encadrante ou l'équipe qui développe, ou les équipes qui développent, parce qu'on est assez nombreux, mais il n'y a pas d'intervenants auprès des patients qui soient salariés. Alors, on a quand même un care manager qui chapeaute effectivement l'équipe d'éducateurs et derrière effectivement les éducateurs. Si certains d'entre vous sont intéressés, peut-être que effectivement les précisions de Françoise, où j'en comprends, ouvrent effectivement cette piste. Bien évidemment, vous êtes les bienvenus pour participer au programme. Les questions continuent. Juste pour répondre sur le quadrillage, parce que la question était aussi par rapport au quadrillage des territoires. Hein. Oui, pardon. Voilà. Comme on fait de l'éducation de la IETP, c'est justement qu'il n'y a pas la notion de proximité, puisque grâce aux outils, l'éducation peut être faite, même dans un territoire où il n'y a pas grand monde, par des structures qui sont éloignées et qui ont la ressource humaine pour dispenser l'éducation. Hein. C'est une des forces du projet, on vous l'a rappelé. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un quadrillage géographique pour dispenser l'éducation thérapeutique. En revanche, on compte sur le quadrillage géographique des médecins prescripteurs pour justement que ce soit prescrit aussi bien dans les métropoles que dans les races campagnes pour employer un raccourci. Non, mais ça, c'est très important, effectivement. Si les référents peuvent être effectivement locaux, tant mieux. Mais une fois de plus, l'intérêt du numérique, c'est de ne pas se poser ces contraintes-là non plus. À nouveau, une question sur le financement. Quels sont les financeurs de ce programme en dehors de la région et de l'ARS? Donc, je dis que le financeur, il n'y en a qu'un au singulier du programme, est aujourd'hui l'Agence régionale de santé, pas la région Nouvelle-Aquitaine, pas encore, peut-être est-ce une opportunité, une piste, mais c'est l'Agence régionale de santé qui finance aujourd'hui 100% du programme. Néanmoins, s'il y a des privés qui veulent venir cofinancer la plateforme, on les accueillera avec plaisir. Y a-t-il des patients experts qui co-animent? Oui, c'est prévu aujourd'hui. Je crois que c'est pas encore tout à fait le cas, mais c'est prévu, Françoise? Oui, il y a des patients experts qui ont suivi la formation à la plateforme, au contenu du programme, et qui ont eu une formation spécifique sur le surpoids et l'obésité pour pouvoir être animateurs du programme. Alors, le projet démarre, mais en tous les cas, ils sont dans la liste des intervenants. C'est totalement intégré. Donc, ensuite, une question. On revient sur les critères d'inclusion. Du fait de vos critères d'inclusion de personnes donc ciblées avant l'apparition de maladies chroniques, pourquoi considérez-vous que ces patients font partie d'un dispositif d'ETP au sens de la définition de l'ETP elle-même? Effectivement, l'éducation thérapeutique, on est plutôt dans la prévention tertiaire, de l'accompagnement d'un parcours de soins. Là, une fois de plus, on ne dit pas qu'un PULS ETP s'adresse à des patients qui n'ont pas par ailleurs d'autres maladies chroniques. Hein. On a vu les critères d'inclusion tout à l'heure, mais voilà. Mais que plus on les prend en amont, plus la démarche préventive et la capacité justement de changement de comportement va jouer. Donc c'est sur ce levier qu'effectivement on s'appuie. Après, là encore, je laisserai les acteurs autour de l'écran compléter les propos, mais on est dans une logique d'éducation thérapeutique, donc avec toute la démarche scientifique et éprouvée de l'éducation thérapeutique. C'est ça qu'on cherche à appliquer, même si effectivement les patients ne sont pas je veux dire, en ALD. Voilà, mais peut-être que Philippe Marcoux juste pour autour de la table. Deux mots pour reprendre exactement, hein, parce que la question est importante. On va prendre en charge ces gens-là sur le mode de l'éducation thérapeutique, mais le public, en effet, n'est pas le public stricto sensu de l'éducation thérapeutique, puisque, très spécifiquement, on n'exclut pas les gens qui ont des maladies ou des comorbidités sévères, sauf si elles sont trop sévères, hein, voilà, mais on a au contraire un public prioritaire qui est un public de surpoids et d'obésité modérée qui, au sens strict
de l'éducation thérapeutique ne seraient pas logiquement, forcément, des candidats à l'éducation thérapeutique stricto sensu. Le qualificatif d'éducation thérapeutique qui suit ETP, il est plus dans la qualité et le mode de prise en charge que dans les critères d'inclusion, pour le dire autrement. Donc, pour compléter vos propos, on a autour de la table Anouk Martenay qui voulait intervenir aussi sur la position de la HAS, c'est ça? Oui, tout à fait. Bonjour, donc Anouk Martenay. En fait, en regardant les recommandations de la HAS en janvier 2023, il y a eu des nouvelles recommandations sur le surpoids et l'obésité. Et en fait, la HAS appuie vraiment sur l'intérêt d'une éducation thérapeutique, de l'ETP, de mise en place d'ETP dès le diagnostic de surpoids, sans attendre de comorbidité ou autre IMC plus important. Merci. Nouvelle question. Problème de caméra. Nouvelle question qui nous est posée. Quel lien avec les autres programmes ETP ou en cas de polypathologie en présentiel le cas échéant, en précisant que la cartographie de la plateforme Aetna est une ressource? Oui, bien évidemment, on évoquait Aetna dans les partenaires essentiels de ce projet, qui a effectivement une ressource, je veux dire, en ligne sur le site internet d'Aetna, avec toute la cartographie des programmes existants aujourd'hui. Donc, bien évidemment, on va faire le lien, là encore, dans le conseil scientifique, chercher à intégrer des acteurs de l'éducation thérapeutique pour du monde libéral, mais aussi du monde hospitalier pour pouvoir faire le lien entre ces programmes, fait partie du conseil scientifique, le REPOP, pour pouvoir, là en sort, faire une continuité de la prise en charge après 16 ans, parce que c'est là un sujet de rupture de parcours qui est assez dramatique, et donc de pouvoir là également faire le lien directement à partir de 16 ans vers éventuellement le programme Impulse ETP s'il est adapté, et pareil de faire le lien vers la chirurgie bariatrique et l'ETP de l'obésité sévère et chirurgicale quand c'est nécessaire en aval. Donc bien évidemment, on va travailler tous ces éléments, tout n'est pas là encore construit en place, on avance progressivement. Y en a-t-il qui veulent compléter mes propos sur ces... Donc dernière question, pouvez-vous nous en dire plus sur les critères d'évaluation? Donc deux axes, trois axes qui sont prévus dans le cadre de ce projet. Bien sûr, en premier lieu, l'auto-évaluation des programmes d'éducation thérapeutique tels que toute structure d'éducation thérapeutique se doit de la faire. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il était évoqué tout à l'heure, le SMIP, qui intervient sur une évaluation à deux niveaux, évaluation de l'acceptabilité de l'outil, donc plutôt côté de l'usager, de voir si effectivement ça prend pas, est-ce que les modalités proposées sous cet angle numérique, distanciel, etc., créent des freins, et si le contenu est adapté, si certains types de patients ont du mal, etc. Parce que là également, une fois de plus, l'objectif, c'est pas de faire une étude pour une étude, tant mieux s'il peut y avoir des publications, des recherches qui sont réalisées au travers de ça, mais comme je disais, on est dans une démarche véritablement agile, de dire fort des retours de ces évaluations, être en capacité d'améliorer le fonctionnement de l'outil, de l'ajuster, etc. Donc c'est véritablement toute cette démarche qui est réalisée par ce service spécialisé dans ces éléments-là, acceptabilité et accompagnement du comportement. Est-ce que le comportement, y a-t-il un impact sur le changement du comportement? Deuxième dimension d'évaluation qui est réalisée, et là encore dans une démarche itérative de manière à pouvoir ajuster, enrichir, amender autant que faire se peut le programme. Se pose toujours la question, on est dans un dispositif qui est en distanciel. Françoise Martin-Dupont l'évoquait tout à l'heure, c'est un des premiers axes d'innovation. Bien évidemment, d'un point de vue qualitatif, on sera peut-être moins bon que des ateliers en présentiel dans leur forme traditionnelle.
mais avec l'objectif de toucher plus largement la population. Donc voilà, l'objectif est d'avoir bien sûr un niveau qualitatif élevé, peut-être un petit peu moindre, mais là encore avec des ressources qui est présenté Laura Bauer-Dupuis tout à l'heure, intermédiaire, qui assure un continuum entre les ateliers. Est-ce qu'on regagne un peu de qualité et puis avec cette volonté de toucher plus largement, donc d'avoir, de gagner en qualité en termes de santé publique au sens large, grâce à ce programme sur le surpoids et l'obésité. Bien évidemment aussi dans les précisions qui sont importantes pour vos patients, certains auront peut-être du mal avec une approche très numérique, trop numérique. Donc en quoi on va les ramener dans un suivi un peu plus proche ou les réorienter vers des programmes de TP présentiels si c'est nécessaire, si ça accroche pas. Voilà, c'est aussi tous ces éléments. Et puis c'est peut-être que certains se demanderont ou même préféreront être en plus grande autonomie, éventuellement avec un peu plus de e-learning. C'est également tout ça qu'on va tester, là encore, de façon totalement personnalisée en fonction du patient. Et troisième approche d'évaluation, c'est une étude, mais ça, elle n'est pas enclenchée pour l'instant, c'est dans les perspectives, une étude médico-économique sur véritablement l'impact d'un pulse ETP, quel est son modèle économique demain, dans le cadre d'une prise en charge qui, si elle s'avérait pertinente, pourrait être généralisée. Voilà pour en réponse à cette dernière question. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Écoutez, on n'a pas trop mal tenu le timing, même un peu plus court que d'habitude. On a essayé de faire plus compressé sur la première partie de présentation générale. Merci infiniment à tous les intervenants participants qui sont là, de toute façon, pour continuer à répondre à vos questions. N'hésitez pas à contacter, vous avez à nouveau les coordonnées qui s'affichent à l'écran, dièse pour en savoir éventuellement un petit peu plus, à aller sur le site internet, malheureusement on n'avait pas remis là, voilà, impulse-etp.fr, où vous avez toute l'information une fois de plus disponible pour récapituler. Et n'hésitez pas à inclure très rapidement des patients qui... Françoise, vous vouliez intervenir? Non, c'est parfait. S'il n'y a pas d'autres questions, non. Merci à vous tous. Très bonne fin de journée et rendez-vous pour le prochain webinaire. On espère aussi nombreux qu'aujourd'hui. À bientôt.